Merci pour cette introduction. Merci à Passaporta pour l'invitation. En gros, moi, je me suis retrouvé invité à inviter quelqu'un et j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Et donc, je suis très content d'avoir juste à côté de moi Gérald. Salut. Qui est à Bruxelles depuis pas très longtemps, quelques mois. En fait, infidèlement depuis 2003. Mais on parle après des relations amoureuses en détail si vous voulez. Mais... C'est ça. Une infidélité qui clignote un peu. Exactement. C'est ça. Ok. On va pas rentrer peut-être dans ces sphères-là tout de suite, mais l'idée c'est que dans cette rencontre, on avait très envie de s'interviewer mutuellement parce qu'on se connaît en tant qu'artiste depuis pas énormément longtemps. On n'a pas eu l'occasion d'énormément collaborer et donc non seulement c'est une rencontre pour vous, mais c'est aussi une rencontre pour nous. Donc on va se poser des questions mutuellement et construire la rencontre surtout là-dessus. Je me dis que dans un premier temps, j'aimerais que tu puisses dire 2-3 mots de toi aux personnes qui sont là, pour juste donner une petite introduction de ton travail que j'aime beaucoup. Mais je me dis que tu en parleras mieux, ne serait-ce que pour faire un petit synopsis. D'accord. Alors, pour faire court, je m'appelle Gérald Kurdian, je officie aussi sous le nom de Tarek X. C'est mon nom de DJ et de producteur de musique électronique. Gérald Kurdian, il a fait plusieurs trucs dans sa vie, notamment de la musique et des performances musicales dans des contextes de spectacles vivants. Par exemple, proche de la danse contemporaine. J'ai étudié la danse contemporaine. Et c'est important de le dire, pas parce qu'aujourd'hui je fais de la danse contemporaine, parce qu'aujourd'hui je n'en fais pas, mais parce que c'est dans la réflexion sur le corps et les possibles des corps et les interrelations entre les possibles des corps, ce qui est un truc de chorégraphie, que se posent les questions de mes pratiques artistiques aujourd'hui et de mes pratiques militantes aussi. Voilà, et en fait, au moment, donc il y a 15 ans ou 10 ans, quand je faisais des grands jetés, mal, mais je tentais quand même, se jouaient déjà, en fait, je pense, des questions qui apparaissent aujourd'hui sur les possibles de la sexualité, les possibles de l'amour et les relations des chanteux au spectacle. On va dire ça comme ça. Donc voilà, donc on va dire, la musique c'est toujours au centre, la chanson aussi, mais enfin la chanson dans le sens populaire, la ritournelle, ou les chansons pop, et puis en fait après je me sers des chansons pour, on va reparler dans le détail, ou des cadres musicaux genre l'opéra par exemple, des trucs comme ça, pour y caler d'autres trucs qui permet de faire un peu ce qu'on appelle aujourd'hui de la fabulation, ce genre de pratiques qui permettent de réinventer du langage, de se réapproprier nos identités, nos histoires, nos mémoires, nos traumatismes et des trucs comme ça. Voilà. Oui, ce qui m'intéresse beaucoup dans ton travail, c'est différents échos que je peux trouver dans des recherches que je mène de mon côté. Du coup, je saute sur l'occasion de faire un mini synopsis de moi-même, de mes multiples moi-même. Donc, ce qui peut être un lien entre nous deux, c'est l'aspect chanson/ritournelle. Les chansons, je t'entendais parler de chansons soins l'autre jour, qui sont comme des mantras pop, qui sont des chansons qu'on écrit pour pouvoir guérir des choses qu'on porte soi. Et pas seulement pour se guérir soi, mais aussi pour pouvoir les partager avec les personnes qui les entendent ou qui les chantent avec nous. Et donc toute cette recherche-là, c'est quelque chose que je développe énormément. De mon côté, je viens pas expressément de la chanson, mais plutôt du slam et du cabaret. Donc le slam, je ne sais pas si toutes les personnes qui sont là sont familières avec ce concept. Donc c'est de la poésie sur scène. L'idée du slam, c'est que c'est pas seulement une performance ou un genre littéraire, c'est un moment. Donc c'est une scène où viennent des personnes qui ont envie de partager des textes qu'elles ont écrits. Et il y a une constante circulation entre la scène et la salle, dans la mesure où les personnes qui viennent à cette scène viennent pour monter sur la scène et pour entendre les textes des autres. Donc, à côté de ça, le cabaret, c'est une scène aussi où la frontière entre le public et la performance, la frontière est très poreuse, puisque ce sont souvent dans des petits espaces où les performances vont régulièrement franchir cette frontière, pas seulement spatialement, mais aussi où on essaye d'attraper les personnes qui sont là, parce que
souvent dans le cabaret, on joue face à des publics qui sont un peu dans une ambiance de fête, un peu alcoolisés parfois, dont la perception n'est pas toujours très attentive. Et donc l'idée est de créer des pièces artistiques qui sont suffisamment impactantes pour retenir l'attention des gens. Et quand on vient de ces milieux-là, le slam, qui lui aussi est un peu... enfin déjà le terme slam en anglais c'est claquer, impacter aussi. Quand on vient de ces milieux-là et qu'on se lance dans la poésie, des fois cette poésie elle peut être un peu teintée de cabotinage, en tout cas moi c'est mon cas. Et ça me fait un lien... ça me fait un lien avec la culture mainstream, pop, spectacle vivant. Et c'est ce mélange perpétuel dans tes performances à toi qui vont puiser dans la musique pop, dans les performances. Tu te produis souvent dans des lieux qui sont estampillés, performances, art contemporain. Et c'est une question que je voulais te poser aussi à toi, parce que tous les deux, on oscille entre des scènes de l'ordre des marges, des marginalités, et des scènes plus institutionnelles. Et je t'ai dit tout à l'heure, c'est une des choses sur lesquelles j'aimerais t'entendre parler dans cette première partie, c'est ton lien avec ce milieu institutionnel, comment tu l'utilises, comment tu te sens utilisé. Ouais, et ah ouais. Alors, pour moi, il y a des, comment on peut dire ça ? Il y a des foyers d'activité avec des besoins politiques différents, ou des agendas politiques différents. Et dans les marges, il y a besoin, je pense, de permettre aux personnes qui souffrent de discrimination, quelles que soient les discriminations, de construire une culture comme un jardin, je ne sais pas trop comment dire ça, pour se poser les questions ensemble et se soigner ensemble. Donc d'où l'importance parfois d'avoir des sortes de labos un peu préservés, comme on appelle ça, des espaces non mixtes ou des choses comme ça, qui peuvent être souvent critiqués parce que ce serait trop radical ou ce serait une opposition qui s'oppose... Enfin, on connaît cette chanson-là. Mais je pense que les pratiques artistiques dans ces cadres-là sont vachement importantes parce qu'en fait, il permet tout le sous-langage d'échanger la tendresse, l'être ensemble, tous ces trucs-là. Donc quand moi je travaille dans un contexte marginalisé, donc on va dire un squat, un contexte queer, comme on peut développer sur le mot plus tard, mais ou auprès de personnes féministes ou de personnes racisées ou des choses comme ça. Pour moi, à ce moment-là, j'ai l'impression que mon rôle, c'est d'être une sorte de métal conducteur un peu qui permet au tissu social de se faire grâce aux outils poétiques, musicaux et tout ça. Quand je suis encore dans le cadre institutionnel, là, évidemment, je suis privilégié à plein d'égards. Déjà, les conditions de travail sont beaucoup plus confortables. A priori, enfin, ça dépend de ce qu'on appelle le confort, mais en tout cas, il y a plus de gens autour de nous, il y a plus de public en général en termes de nombre et tout ça. Et là, je deviens un agent provocateur, un peu critique. C'est-à-dire, c'est à moi d'être vigilant sur comment ne pas laisser mon corps devenir le porte-voix d'une voix que ça ne serait pas une voix que je défends. Et il y en a beaucoup. Et puis l'autre truc, c'est comment utiliser, et là du coup je vais aussi te poser une question tout à l'heure et je te laisserai évidemment le temps d'y répondre, c'est en tout cas utiliser des outils comme par exemple l'humour pour brouiller les pistes et déjouer la situation. C'est-à-dire, au travers des mailles de l'institutionnel, comment est-ce que quand même tu vas faire apparaître un événement qui est un événement dissident, un événement alternatif, un événement critique et tout ça. Donc ça c'est très difficile, d'autant qu'aujourd'hui on voit, surtout sur les questions de pro-sexe, queer, post-colonial et tout ça, qu'il y a un appétit certains de toutes les institutions à se dire « Ah là là, c'est l'agenda génial, en plus ils sont bizarres, ils mettent du make-up et tout, c'est super ». Sauf qu'en fait, c'est dangereux, parce que du coup, ça devient comme n'importe chose qui est capitalisée ou commodifiée, tout ça, c'est dangereux. Donc à nous, là, de se muscler, de se soutenir et de proposer des objets qui sont pour le coup, je pense, là, plutôt à l'endroit de la, je vais dire pédagogie, mais c'est un peu présomptueux, mais en tout cas, laissez-moi vous dire depuis chez moi, du savoir situé, on va dire ça pour faire ça un peu bien. Depuis chez moi, voilà ce qui se passe, et si vous avez envie qu'on en parle ensemble, vous qui n'êtes peut-être pas vous n'avez pas eu ce vécu, vivons-le ensemble. Ce qui n'est pas exactement le même truc que le métal conducteur. Moi, je vois des gens qui font comme ça, donc vous m'avez compris. Très bien. Ce qui fait que je te renvoie la balle. L'humour.
qui, pour moi, a été longtemps un outil de désamorçage d'une situation qui m'était difficile au début parce que je n'étais pas forcément à l'aise en public. Comment est-ce que ça te sert? Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que c'est quelque chose il se trouve que tu as un esprit comme ça? Est-ce que c'est quelque chose dont tu fais usage? Si oui, est-ce que ça te donne du plaisir? De faire des blagues. Alors moi j'ai un usage de l'humour, oui, dans la vie de tous les jours, c'est une arme pour cacher un malaise ou un stress. Je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation. Et par prolongement dans mon écriture, ça se ressent aussi. Il y a pas mal de sujets que j'aborde dans mes textes qui sont vraiment des sujets qui me causent beaucoup de détresse ou beaucoup d'inconfort social. Et donc je vais me centrer vraiment sur cette petite bulle crispante et je vais la retourner comme un gant pour en faire quelque chose de drôle et quelque chose d'attirant, et plutôt que de faire du divertissement. Enfin, le divertissement, c'est une façon de détourner, de ne pas parler des choses qui fâchent ou qui creusent ou qui crispent. Moi, je vais directement vers ce qui me creuse, ce qui me crispe, et je le vide de sa matière pour essayer d'en faire... pour essayer de me guérir et par la même occasion, si c'est possible, guérir d'autres personnes. Et je te disais tout à l'heure, avant que les gens n'arrivent, beaucoup de choses intéressantes se disent en dehors des micros. Moi, j'ai eu un travail avec l'humour qui était vraiment très intuitif et très émotionnel dans la mesure où j'en avais besoin, et ça sort comme ça. Puis, j'ai rencontré une biologiste qui s'appelle Léonore Palmera et avec qui on a écrit justement ce livre, Instant promotionnel. Donc, si vous voulez vous le procurer, il est à côté. Mais j'en parle surtout par rapport à l'humour parce que donc, c'est un spectacle drôle et scientifiquement correct sur ce qui se passe de queer et de dégenré dans la nature, chez les animaux. Et donc cette biologiste est venue avec ce projet-là en étant elle-même convaincue de ne pas être une personne de spectacle et convaincue qu'elle avait besoin d'une personne du spectacle pour le porter. Ce qui est très amusant, c'est que nos réflexions sur l'humour ont été hyper enrichissants pour moi. Et pour elle, ce qui est très clair, c'est que l'humour facile qui va se baser sur des clichés qui sont assez bien répandus pour pouvoir rire des mêmes choses, parce que dans l'humour, on essaie de faire rire les gens qui sont en face de nous, sinon c'est un peu... Enfin, quoique ça peut être intéressant, mais j'en reparlerai après, de ne pas faire rire le public. L'idée, c'est de pouvoir rire ensemble des mêmes choses. Et elle, ce qui la stressait, c'est quand j'allais puiser dans des clichés de l'imaginaire collectif qui pouvaient renforcer certains clichés qu'on voulait détricoter dans le spectacle. Pas pour les renforcer, parce que je voulais justement essayer de les détricoter, mais elle ne voulait pas qu'on les formule tout court. Comme ça, on peut construire autre chose ailleurs. Et donc, la stratégie que j'ai trouvée, c'était d'aller prendre des clichés, de prendre le contre-pied, donc de le retourner comme un gant, encore une fois, et d'utiliser le même principe d'humour pour pouvoir rire ensemble, mais plus pour rire d'une communauté minorisée, fragilisée, mais pour rire du fait du système oppressif, justement, qui les fragilise. Donc c'est tout un retournement que j'ai appris à faire justement dans le cadre de ce spectacle et dont je ne peux plus me défaire parce que c'est d'autant plus efficace dans la guérison de se réapproprier l'humour qui s'est, pour vous le dire simplement, foutu de ma gueule pendant des années et qui a cristallisé des blessures. Donc c'est se réapproprier cette force de l'humour, de la moquerie pour en faire quelque chose d'émancipant. Donc ça c'est un peu comme ça que je m'en tire. C'est marrant parce que ça me fait penser à... Je serais curieux que si tu t'en souviens du moment où la prise de parole artistique se joint avec la prise de conscience qu'en fait la parole de l'individu ou des individus, .e.s, c'est essentiel à l'émancipation. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je peux tout à fait dire le moment où je me suis dit mais il y a un problème, il y a une distinction entre la... Oui, voilà, enfin, je vais dire deux fois la même chose, mais le moment où moi je me dis ah mais moi j'ai besoin de formuler tel et tel truc, et une pratique artistique que j'ai appris par ailleurs dans des cadres institutionnels très blancs, très privilégiés, très misogynes, un petit peu homophobes, mais comme ça avec des lunettes de soleil. Et du coup, mais il y a eu un moment où je me suis dit mais bon sang, en fait c'est la même, enfin pas c'est la même chose, mais ça marche ensemble. Ça t'est arrivé ça aussi ou je dis n'importe quoi? Oui, maintenant, moi, mon appréhension de ça, c'est que
j'ai pas vraiment fait ma formation dans un milieu institutionnel et c'est assez vite que je me suis retrouvé dans le bain et tout de suite sur des scènes qui étaient assez compliquées. On dit que c'est des scènes qui sont des vraies écoles. Donc le fait de devoir improviser et meubler parce qu'il y a un souci technique et la performance qui arrive juste après n'est pas prête et donc il faut tenir les gens et puis parce qu'il y a de l'argent en jeu. Enfin voilà. Moi je suis passé par cette école-là. Donc c'est autre chose maintenant, le fait de prendre une parole et de se rendre compte que cette parole elle va avoir un impact rien que par le fait que c'est mon corps à moi qui est sur une scène. Ça c'est quelque chose que j'ai conscientisé au fur et à mesure de ma transition. Donc moi j'ai un parcours de transition masculinisante, ce qui fait que sur les scènes slam et les scènes de cabaret, au début j'étais perçue comme une femme, et puis au fur et à mesure de ma transition, j'ai été progressivement perçue en tant qu'homme, avec tous les privilèges, enfin une partie des privilèges masculins que ça incombe, et donc ça a été très intéressant et très révoltant pour moi de profiter de ces privilèges-là. Ça m'a fait prendre conscience à quel point on ne m'écoutait pas tout à fait quand je slamais en tant que femme, et puis en tant qu'homme, ma parole avait un autre poids. Donc rien que ça, je l'ai senti dans ma chair très fort, ce qui fait que ça a conditionné mon écriture. Je me suis mis à écrire différemment. Je me suis mis à me outer plus vite aussi. Donc me outer, pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce langage-là, c'est le fait de faire son coming out, donc de déclarer, par exemple dans mon cas, de dire sur scène que je suis transgenre, comme je suis en train de le faire maintenant. Ça pose la parole et ça pose le point de vue et ça pose l'acte politique qui est en cours et qui est en jeu. Et il y a pas mal de mes textes qui sont chargés de ça et par conséquent des performances à moi qui sont chargées de ça, puisque j'ai un personnage de drag queen qui s'appelle Josie et avec laquelle je fais beaucoup de choses humoristiques justement. Mais alors Josie, je la décris comme quelqu'un qui à la fois brise la glace et casse l'ambiance. Donc tout à l'heure je disais c'est intéressant aussi que les gens ne rient pas dans le public, qu'à un moment il y ait une tension qui s'installe et on se dit mais en fait on peut pas rire de ça. Et depuis tout à l'heure, elle est en train de se foutre de sa propre gueule. Puis d'un seul coup, elle dit « je vais mal » et elle enlève sa perruque. Voilà, c'est ce genre d'effet que j'aime beaucoup produire dans mon écriture qui est à la fois sur papier et sur plateau. Mais toi, ça m'intéresserait d'entendre ce que tu voudrais développer par rapport à ça, de cette prise de conscience de ta parole en tant qu'individu et corps politique. D'accord. En fait, pièce dans le jukebox. Oui, alors, non, en fait, c'est juste pour comme ça que tu sais qu'en t'écoutant, j'avais très envie de t'écouter faire. Ça m'a donné très envie de t'écouter faire. Mais pour répondre rapidement, il y a eu un moment où, en fait, je sais pas, j'ai même pas les mots, j'avais l'impression qu'il y avait deux présences au monde. Une qui était complètement traversée des ordres, des instances qu'il fallait remplir, tu vois, un concert c'est 1 heure, t'arrives, tu dis bonjour, les gens ils font ah oui, tu fais 3 morceaux, si au bout du 4e ça marche pas, bah, ça va être un mauvais concert. Enfin, ma vie c'était une sorte de grande partition comme ça, avec l'arrêt sur le côté, et je sais pas, ça m'a effrayé. Et puis à côté de ça, comme j'étais dans des milieux associatifs très vocaux, enfin qui étaient très énervés, avec beaucoup de colère ou pas que des choses négatives, mais en tout cas très agités. Je me disais mais en fait il y a rien de ça dans ça. Enfin il y a un truc qui ne va pas, rien ne va là. Et en fait j'ai commencé du coup à me dire bah, je vais essayer d'en parler. Et à ce moment-là toute la structure institutionnelle a chaviré. Tu vois, d'un coup les soutiens, alors surtout je dois dire les messieurs, hein, désolé, je sais pas comment vous vous identifiez, mais bon, bref, c'était compliqué. Enfin, d'un coup, je devenais un sujet compliqué, en fait. En rendez-vous, par exemple, c'était... tu vois, parce que bon... plein de raisons. Du coup, c'était une sorte de... Ça ressemble à ce que tu dis. Bon, ça devait être plus doux, peut-être, mais en tout cas, il y avait un côté... toute la carte de mes échanges, de ma présence, de ce que signifiait mon corps ou mon travail dans un contexte, changeait. Du coup, bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, peut-être ce que j'ai pas dit, qui est peut-être important... vite fait, c'est que je travaille dans un cycle, enfin je fais un cycle de recherche là depuis quelques années, peut-être je peux dire ça, qui s'appelle Hot Bodies of the Future, qui consiste à observer comment les minorités, au sens large, plutôt sexuelles,
plutôt sex positive, mais pas que, utilise la musique ou le club comme un endroit d'émancipation. C'est le cadre, et après ça se déplie. Je vais vous montrer quand même un peu des trucs plus tard, mais voilà, c'est juste pour poser un peu le... Voilà, c'est pas trop flou. Mais voilà, j'ai envie de t'écouter, Camille. Mais justement, en parlant de se montrer des trucs, est-ce que tu veux qu'on se montre des trucs? Ouais, s'il te plaît. Est-ce Attends, que j'en ai bon truc. Non, pardon. Est-ce que vous acceptez d'être témoin de nous qui nous montrons des trucs? Oui. Ouais, quelle ambiance! Ouais, non, mais il va falloir y aller, hein, les gens, là. Vous êtes pas comme mais... si on était dans une librairie non plus. On est sur le toit de la librairie. Détendons-nous. Mais donc, moi, je proposerais bien un texte qui n'est pas des plus récents, mais qui est peut-être le plus illustrant de ce que tu aurais envie de me voir truquer. Et après, je serais bien intéressé que tu nous montres quelque chose sur l'écran. On fait dans cet ordre-là? On passe de l'organique au virtuel? Allez, c'est parti. Je vais faire le funambule, si vous permettez. J'ai quelques automatismes du slam, hein, micro, pied micro, tout ça. Si vous permettez. Donc, dans le slam, j'ai créé un personnage qui s'appelle Nestor. Et ce personnage crée lui-même des personnages. Pas faire simple non plus. Je vous ai pas dit que ma vie était compliquée, voilà, ça se voit sur scène. Et donc, ce Nestor a écrit un texte pour une vieille drag queen en haut d'une falaise. J'ai pas besoin de bigoudi. J'ai pas besoin de mascara. J'ai pas besoin des bistouris de vos toubibs à Ankara. J'ai pas de pâte d'oie. Je me mets pas d'ombre à peau pâle, ni de monocle en concombre, ni de bagouze à 10 000 carats. En haut de mon socle, je toise mes propres ongles. Et je songe à tout ce qui jase. Toutes ces ostrobigotes et autres australobiquettes, oxygénées, œstrogénées, androgénées, schizophrénées, ou périmées du périnée. To be goody or not, to be story or not, to bib or not to bib. Alors que l'allure des femmes fane et que les hommes paument leurs clés de serrure, je reste rose parmi la faune. Vois-tu? Les gens bons et bien perdent leurs repères dans les départs et retrouvent leur refuge dès le retour au phare. Mais moi, je refuse. Je refuse de faire le phare. Je rêve pas que tu reviennes. Moi, j'ai pas besoin d'y croire. Je ne suis la mère d'aucun marin, je ne suis mariée à aucune lune. Dressée sur mon estrade, féline et sereine, j'ai pas besoin de sérénade pour rester reine. To be goody or not, to be story or not. Qui c'est qui s'inquiète? Qui sac à la dalle? Moi, niet, que dalle. J'ai pas la laine d'une alien. Je suis pas accro au pot de crème, anti-pot de croco, to be goody. Qui est-ce qui reste en reste? Quoi ça? Moi? En quête? Mais en quête de quoi? En quête de quelques bistous? Quête? En quête de quelques bouts de billes, to be goody. C'est qui me hante? Le petit Casper? Qui est-ce que je questionne? Le père Castor? Et c'est qui s'en tamponne et se casse se taper la mer Caspienne à dos de radeau? D'abord,
Baissez les stores. Il n'y a plus personne. Persienne. Rideau. On s'y croirait. Donc ça, c'était la jonction entre Nestor et Josie, puisque Nestor a écrit pour Josie. Et mais on garde Josie pour tout à l'heure. Maintenant, on veut du Gérald. Attends, je fais la pause dans ma tête. Le vent est complètement fou, c'est fou ce truc. C'était prévu, c'est une mise en c'est scène. Prévu, Oui. voilà. Merci Passaporta. C'est une coproduction du CAE Théâtre, je crois. Non, mais attends, on doit parler de ça, c'est pas possible. Juste 2 secondes. Comment est-ce que tu décrirais le passage comment tu gères les dimensions quand tu écris entre genre la situation, l'objet, le jeu de mots, la relation, enfin, tout ça c'est intuitif, tu fais ça comme ça? Un peu. En fait, je fais des jeux de mots et des calembours dégoulinants depuis toujours. Des jeux de mots pourris dans tous les sens pour cacher que j'ai un malaise social, voilà, l'interaction avec les gens, tu sais, les humains. Et en fait, j'ai écrit ce texte au moment où j'étais en pleine séparation, vous vous en doutiez. Et donc pour dire au revoir à une personne à travers un personnage qui se croit, enfin qui veut faire croire que son enveloppe est irréprochable, plus 2-3 références à la transidentité, vous l'aurez certainement capté au fur et à mesure de ce texte, opération, etc. etc. Et donc les jeux de mots sont là pour cacher que pour faire un genre d'échafaudage langagier, c'est terriblement bien dit, pour que le personnage puisse s'accrocher à des choses à dire, pour se représenter sous son meilleur jour. Et donc oui, c'est un peu intuitif tout ça. Mais je sais que le côté surjeu, cabotinage, too much, kitsch de ce langage-là, il est là pour raconter la protection en fait, la protection dans le discours. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois que certaines de mes performances soient pas captées, soient pas comprises dans ce sens-là. Oh, mais ça devrait être plus épuré, votre langage devrait être plus simple. Je peux pas. Non, il y a trop de... Donc voilà, c'est un peu de cet ordre-là. J'ai un rapport direct à ce langage un peu foutraque qui est là pour construire une armure, quoi. Et en même temps, c'est quand même à vif, si je peux me permettre. Permettez-vous seulement. C'est gentil. Non, c'est que je trouve il y a trop de mots dans ma tête. Je fais faire de grandes roues comme ça. Mais c'est qu'en fait, dans les trucs que je vais montrer après, il y a un jeu d'inversion. Enfin, en tout cas, il y a une espèce de tactique, on verra si ça fonctionne, de faire passer ce qui est nu, c'est-à-dire le corps nu. En l'occurrence, c'est des photos, mais je vais vous expliquer tout, pas de panique. Mais en tout cas, de déjouer un peu la relation qu'on a à la vision d'un corps cru et à l'envers, de créer une relation, pourquoi pas érotique ou tendue, à un objet qui serait en dehors de ce contexte-là, a priori. Et quand tu parles de te cacher, ça me fait le même effet. C'est-à-dire que moi, je suis au contraire, quand je t'écoute, j'ai l'impression d'être dans une anatomie presque chirurgicale, mais pas pour faire des mauvaises blagues, mais de qu'est-ce que ça peut être cette expérience-là. C'est pour ça que je te demandais les trucs des dimensions, parce que c'est comme si j'étais à la fois très loin et la tête dedans, voir l'émotion parallèle, tu vois, avec toi. Donc c'est pas planqué en tout cas. Mais ça c'est quelque chose dans le cabaret, dans l'art du drag queen. Il y a un peu ce truc de construire des personnages, de construire un visage avec le maquillage, avec le costume, la coiffure, etc. pour révéler via un système de symboles quelque chose qui ne peut pas s'exprimer
dans la vie de tous les jours. Donc ça a l'air contradictoire par coquetterie comme ça, mais pas du tout. C'est vraiment une vraie pratique de mettre 2 heures de préparation pour pouvoir se dévoiler. Donc c'est un peu du même ordre. Carrément. Mais on brûle, on trempe oui, de c'est à voir moi, ces oui, photos. d'accord. Bon, Mais j'y oui. vais. D'accord. Alors, d'accord. Bonsoir. Comment je peux présenter ça? En gros, je prépare un opéra en ce moment. Petite chose comme ça. Une petite, This Whole Thing. Voilà, je prépare un opéra. J'ai jamais fait un truc un peu de cette. Enfin, j'ai fait des comédies musicales cheap avec des appareils photo et des petits objets que j'avais collectionnés. C'est un peu. Je suis un peu dans cette famille-là, ce qu'on appelle un peu de DIY, comme ça, genre des trucs un peu que tout le monde pourrait faire dans son salon. Et là, j'avais envie de me confronter au gros récit, enfin surtout j'avais envie de faire une autofiction, ça faisait longtemps que je voulais raconter ça. Un truc que j'ai pas dit tout à l'heure qui est quand même important, qui est que j'apprends à soigner les gens sexuellement, donc je fais une pratique qui s'appelle le Sexological Bodywork, donc c'est une sexologie appliquée, en fait, qui serait une sous-branche du travail du sexe, dans le sens où c'est pas du travail du sexe au sens où je fais pas n'importe qui pour n'importe quoi. C'est l'inverse de la phrase, mais t'as compris. Mais par contre, j'apprends à répondre à des problématiques internes aux questionnements que les gens ont sur leur sexualité, ou leur intimité, ou leur relation de couple, ou des choses comme ça. J'apprends ça en parallèle de mon travail artistique parce que j'ai compris à un moment donné, justement dans les milieux sex-positifs, qu'il y avait un lien très fort entre la relation du spectateur à l'objet artistique et la relation qu'on a aujourd'hui à nos propres corps, surtout nos corps sexués ou sexuels, comment on sexualise nos corps, notamment en termes de fétichisme, de rapport à la collection, de rapport à la mémoire, à l'affect collectif et tout ça. En fait, il y a beaucoup de connivence, et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui apparaissent, qui sont dans ces dialectiques-là, qui peuvent aider à réfléchir, notamment Donna Haraway, on pourra en reparler, mais Annie Sprinkle, Isabelle Stengers aussi, par exemple, quand on parle de sorcellerie, c'est une manière aussi de rappeler. Voilà, on en reparlera si vous avez des questions, évidemment. Je suis pas du tout dans l'envie de poser des savoirs compliqués, mais c'est juste pour poser un peu le cadre. Donc j'avais envie de faire une pièce où je racontais cette expérience d'apprentissage du Sexological Bodywork, donc comme un journal, et en même temps de faire le portrait de toutes les personnes génialissimes que je rencontre sur le chemin, parce qu'en fait, quand on apprend des trucs comme ça, on rencontre forcément des gens qui ont des vécus, des parcours, des rapports à leur corps, voire on rencontre des corps qui sont autant d'un point de vue humain que d'un point de vue politique, vraiment des marqueurs très forts des mutations de la société d'aujourd'hui. Voilà, dans l'idée de les présenter comme des personnes qui avaient quelque chose à donner au tissu politique, parce qu'on présente souvent les minorités comme un peu les outcasts, à qui il faudrait donner suffisamment d'outils pour qu'ils se sentent genre le mariage, par exemple, pour les LGBT. Voilà, sauf que moi, je pars du principe que... Oui, je pars du principe qu'en fait, quand tu es minorisé, ce qui est le cas de beaucoup de monde, tu développes un savoir politique qui sert en fait à la réflexion des écologies sociales d'aujourd'hui, et aujourd'hui c'est encore plus vrai quand on voit l'usage du féminisme et le ruissellement du féminisme dans les réflexions politiques actuelles. Bref, ceci étant dit, je fais une TED Talk, ça y est, je suis parti. Donc j'ai créé un opéra qui s'appelle The Many Lives of Tarek X, où du coup j'existe par un œil photographique, donc je fais des photos que je vais vous montrer, que je mets en musique, et donc c'est c'est une sorte de poème épique comme ça qui va prendre, je pense, 2-3 ans, peut-être plus, où je raconte tout. Je raconte tout de manière très 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 poétique, c'est-à-dire que les corps apparaissent comme des fées dans une clairière, comme des créatures dont on ne saurait pas le genre, ou des choses comme ça. Et le truc qui est important à dire, c'est qu'en fait, le pitch de cette histoire, c'est Tarek X rencontre dans un hôtel abandonné une communauté de sœurs qui se guérit du capitalisme par la sexualité. Ça, c'est le pitch. Voilà, donc du coup, on suit Tarek X qui visite les chambres de l'hôtel, ou qui visite les espaces de l'hôtel, qui finit par recevoir un massage anal, a priori, peut-être ça va changer si les gens sont trop choqués, qui collapse sous l'effet de cette sensation inédite,
et qui, dans son collapse, hallucine qu'il est dans une caverne, qui est en fait l'intérieur de son corps, à l'intérieur de laquelle il rencontre des créatures qui lui apprennent comment être vulnérable, comment dégénitaliser ses sensations, érotiques notamment, mais pas que, et comment se réinventer. Et donc au moment où il sort de sa torpeur, il décide d'inventer des pratiques de soins. Mais ça, c'est la suite, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Bref, pour illustrer ce propos, je n'arrive pas à résumer rapidement, je commence à faire un peu des recherches entre photo et texte, enfin musique, photo, texte. Donc j'en ai un petit extrait, je vais vous le montrer. Juste que vous sachiez, c'est explicite, il y a des corps nus, il y a des organes génitaux frontaux, donc si vous n'aimez pas ça, ne m'en voulez pas, fermez les yeux. J'ai pas osé couper. Oui, il fallait pas couper. Mais du coup, c'est ça, Tarek X, qui est un peu ton alter ego à toi, ou un ami à toi très 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 proche, qui est un peu le canal qui permet de faire toutes ces rencontres. Et je t'ai souvent entendu utiliser l'expression le jeu multiple. Ça m'intéresserait que tu développes un peu cet aspect-là. Comment est-ce que ça conduit ta création de passer à travers le regard de ce personnage qui est un peu le prolongement de toi? Ouais, merci, c'est chouette comme question. En fait, à la base, c'est un double truc. Il y a le regard, il y a l'histoire du regard photographique, qui est donc Enfin, pour moi, c'est important que ces photos, ce soit vraiment un journal, dans le sens où on comprend que c'est quelqu'un qui regarde des personnes faire des choses, ou des animaux faire des choses, qu'il y a beaucoup d'animaux, ou des fleurs, des choses comme ça. C'est très important que ce soit pas une collection. Enfin, ça, il faut que je fasse attention, parce qu'il y a quand même un peu un côté collection. En tout cas, qu'on comprenne que c'est un journal. Bon. Donc, il y a une incarnation qui essaye de regarder le monde d'une certaine manière, et qui essaye aussi d'avoir une relation dans l'intimité, puisque toutes les personnes sont, évidemment consentantes, ça paraît, enfin, c'est pas forcément évident, mais elles sont consentantes, elles sont, pour certaines, là dans cette série, oui, pour certaines ça fait même partie de la relation érotique, l'appareil photo est là, quoi, et on s'en sert. Et donc du coup, Tarek X à ce moment-là, c'est plus l'autorisation que je me donne à moi de regarder avec un œil en déconstruction, parce qu'il y a du boulot, toutes ces expériences-là que je vois. Et là, il y a pas dans cette série-là, il n'y a pas de soins. Par exemple, il n'y a pas de séance je sais pas, vraiment de traitement. C'est plutôt dans le cours de la vie que j'ai eue jusque-là. Ensuite, Tarek X, c'est aussi l'incarnation live en public, de DJ, de chanteur, de je sais pas quoi, qui me permet à moi justement de dégenrer, pour le coup, c'est-à-dire de déjouer les assignations. Qu'est-ce qu'on attend d'un chanteur garçon? En plus, il se trouve que je suis pas blond, tout fin. Enfin, je suis né avec comment on dit, des features, des traits arméniens, un peu oriental, machin. Je suis poilu. Et à ce jour, je n'opère pas sur le corps pour le modifier, je me rase pas ou je fais pas de choses comme ça. Donc Tarek X, c'est plutôt un jeu où j'ajoute ou j'enlève des couches de jeu en plus, tu vois. D'ailleurs, on peut jouer avec le mot jeu. Mais donc voilà, à ce jour, c'est ça. Ouais, puis bon, Tarek, c'est évidemment aussi un truc avec les origines méditerranéennes, le fait de réintroduire aussi dans ma musique des notions qui sont moins d'une histoire de la musique qui serait peut-être moins occidentale, enfin, tu vois, qui quitte un petit peu. Ça vient doucement, mais en tout cas, j'avais envie de ça au début, au début du projet, quoi. Voilà. Et d'exposer, parce que, enfin, quand on voit des photographies documentaires, c'est exposer des tranches d'intimité. Parce que je voyais le temps qui avançait tout à l'heure et on a plein de choses à se raconter, donc je me dis c'est pas mal qu'on puisse switcher vers ça. C'est comment ça se passe, ce processus-là d'aller puiser dans de l'intimité pour l'exposer, et dans ce passage-là et dans ce processus-là, en quoi est-ce que ça m'intéresserait que tu racontes un peu le processus artistique / politique de ce processus-là, qui pour
plusieurs personnes qui vont recevoir ce travail ne vont peut-être pas saisir l'importance d'exposer pourquoi vous vous exhibez, pourquoi vous avez besoin de vous montrer, ce genre de questions qu'on entend souvent. Ça m'intéresserait de t'entendre là-dessus. Alors déjà, si le mot-clé c'est intimité, #intimité, il y a deux choses. La première chose, c'est quand tu es une minorité sexuelle ou une personne minorisée à cause ou avec sa sexualité, tu es contraint d'exposer ton intimité, d'emblée. Ce qui était, quand j'étais jeune, pour moi une question énorme. Je me disais, mais pourquoi moi je dois raconter ce qui se passe dans mon intimité, alors que du point de vue hétéronormé, on va dire, y a pas, il y aura une étape en tout cas avant que les gens se confient. Donc ça c'était un premier pas déjà dans la question de l'intimité. Après, comme je disais tout à l'heure, l'envers de ce point de vue-là, c'est que je pense que les problèmes politiques aujourd'hui viennent du fait que précisément on ne nous laisse pas avoir accès à nos intimités et on ne nous laisse pas opérer sur nos intimités, c'est-à-dire fabriquer une écoute de nos intimités qui permettrait ce qu'on appelle l'émancipation. Et je trouve que les pratiques artistiques et les pratiques politiques évidemment, elles sont aujourd'hui essentielles, nécessaires et généreuses parce qu'elles permettent justement de passer, d'ouvrir une brèche, tu vois, voilà. Et donc ces photographies, quand je parlais de l'inversion, avec le temps, là c'est un peu rapide et tout, on se connaît à peine, machin, mais avec le temps, ce que j'essaye de faire, c'est qu'au bout d'un moment, l'apparition, le phénomène, on va dire explicite, pornographique, en fait, il est pris dans un canevas de couleurs, d'objets, de fétichisme un peu parallèle, ce qui fait qu'en fait, c'est jamais qu'un autre de ces éléments, tu vois, qui essaye de déjouer le côté sidérant du porno, que j'aime bien par ailleurs. Enfin, je soutiens les efforts post-pornographiques très fort. Je suis même partenaire complice de ces projets. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un projet pour dire il faut réagir. C'est un projet pour dire détendons-nous, regarde. C'est un peu comme les ateliers de miroir. Tu sais, où les personnes prennent le temps de regarder les organes génitaux juste calmement, sans le côté sidérant, médusant d'une vision de la sexualité moralisée, en fait, très fort. Donc, pour parler de l'intimité, moi, en fait, je pense pas avoir les mêmes cartographies de l'intimité. Je pense pas que mon intimité commence à l'endroit où on dit ah bah t'es tout nu, donc c'est intime. Pour moi, ça s'écrit pas comme ça. Il y a des trucs beaucoup plus intime. Je pense que les traumas sont beaucoup plus intimes, par exemple. Enfin, ce serait quelque chose que je jugerais plus intime. Et donc, du coup, je me suis perdu. Donc, ta cartographie de l'intimité n'est peut-être pas exactement... Oui, voilà. C'est tout, je crois. C'est ça. Ouais, voilà, je pense que proposer à la fois de se détendre par rapport à ce qu'on appelle l'intimité, d'une part, ça j'ai dit, et de l'autre côté... donner accès à l'intimité. Oui, si, c'est ça, tout va bien, c'est ça. Mais attends, moi aussi j'ai des questions. Pardon. Non, désolé, c'est juste parce que sinon après, je parle tout le temps. Comment tu gères l'obscénité ? C'est-à-dire, à quel moment, il est où le seuil pour toi, au moment où tu dis, bon là je flirte avec un truc qui risque d'être un peu risqué, mais j'y vais quand même parce que tu y vas. Comment tu organises ça ? Justement, je me dis que c'est peut-être l'occasion de me montrer une autre chose que j'ai créée. Ça part toujours d'un texte qui a été écrit pour une performance, mais là, ça a pris la forme d'une vidéo. Je vais peut-être pas trop l'expliquer avant qu'on la voit, comme ça, après, je peux développer et répondre à ta question par la même occasion. C'est un texte qui s'appelle Divinité, au pluriel, et que j'ai écrit pour le 20 novembre. Je vous expliquerai après le concept du 20 novembre. De toute façon, il y a un petit carton à la fin de la vidéo qui est assez explicite là-dessus. Donc je propose qu'on le diffuse et puis on en parle après. Donc, comme on le lit à la fin de la vidéo, c'est un texte que j'ai publié pour la journée internationale du souvenir trans. Donc, c'est une journée où on... Qu'est-ce que tu as dans ta playlist ? Je regarde RuPaul's Drag Race. Excusez-moi, pardon.
Non, mais on parle de trucs hyper sérieux et tout. Mais RuPaul, parlons-en, c'est sérieux. Donc oui, effectivement, c'est un truc un peu dramatique. Donc c'est la journée où on commémore les personnes transgenres qui ont été assassinées pendant le courant de l'année, parce qu'elles étaient transgenres. Et donc le 20 novembre, on se rassemble pour lire la liste des noms des personnes qui ont été assassinées. Et ce qui est terrible, c'est que pas mal de ces personnes n'ont pas été identifiées. Et donc cette liste est bardée énormément de no name, unknown, etc. Donc voilà, c'était un texte que j'ai écrit pour pouvoir commémorer à ma manière cette journée. Et alors, ce qui est peut-être un peu, parce que tu parlais d'obscène, d'impudique, c'est que j'ai montré mon torse fraîchement opéré, puisqu'il y a cette injonction aux personnes trans de voir à quoi ça ressemble une fois que c'est opéré. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'on montre souvent certaines formes de représentation, mais là, l'idée, c'était de pouvoir le montrer dans un cadre bien choisi. J'ai été filmé par une personne trans. L'idée, c'était vraiment de faire une collaboration ensemble pour contrôler le type de regard qu'on allait poser sur mon corps et sur mon discours. Donc ça frôle le kitsch, hein. C'est voulu, cette couronne de feuilles mortes dorée à la bombe. C'est une pseudo-divinité, pseudo-moralisatrice qui prend des postures pas tout à fait assumées de statues en plâtre, de hall d'entrée d'école d'art. Et oui, et donc il y a un peu de l'humour caché là-dedans. Mais l'idée, c'était de faire quelque chose qui pouvait avoir un impact malaisant et en même temps très émotionnel, y compris pour des personnes non concernées. Donc c'était un peu le pari, ça dépend comment c'est perçu. Mais alors ce qui est très amusant, c'est que ce texte, je l'ai testé une fois dans un cabaret où je présentais avec un personnage de drag queen et où les gens étaient bourrés massacre. En fin de soirée. Et ce qui s'est passé, c'est que le personnage est arrivé donc avec ce texte, ça me fait une belle jambe, les gens rient encore à ce moment-là. Et puis au fur et à mesure que j'ai commencé à chanter les paroles et à quitter la voix de ma drag queen pour retrouver ma voix à moi, enlever les lunettes et progressivement enlever la perruque, j'ai fini la chanson dans un silence de mort. Et là, j'avais récupéré l'attention. Je pense que tout le monde a dessoulé d'un coup. Et oui, et ça fait partie de la démarche, quoi, de transporter un texte qui était dans un contexte poétique où tout le monde est à l'écoute, avec le doigt sur la tempe, dans un contexte où on n'était pas du tout prêt à entendre un poème de ce type-là. Donc, oui, casser l'ambiance en l'occurrence. Ça me fait un truc, m'allume un truc en tête. C'est par rapport à la magie. Et parce qu'en fait, avec le féminisme sorcière, c'est génial. C'est tout. C'est cool. C'est génial. Non, mais disons, le féminisme sorcière, c'est bien, mais le féminisme sorcière dans les magazines, c'est mal. Tu vois ? Mais par contre, ce que j'aime bien dans l'idée qu'il y ait cette espèce de néopaganisme et des trucs comme ça, c'est qu'en fait, ça dit, enfin, moi, ça me dit, peut-être ça marche pas, on ne sait pas. Genre l'herboristerie, ça marche, a priori. Les rituels que tu peux faire pour le deuil ou des choses comme ça marche. Mais j'ai l'impression qu'il y a un lien entre les cultures minoritaires, les personnes queer, le féminisme, et cette espèce de magie qui apparaît qui me fait cet effet-là quand j'écoute ça. C'est-à-dire ça me met à un endroit symbolique, imaginaire, un peu archaïque, qui me reconnecte avec des choses un peu archaïques, et ça agit un peu comme ce que j'attends de la magie. C'est-à-dire, je m'en fiche un peu de lancer des sorts à des gens qui m'ont fait du mal. Ah bon. Enfin, sauf s'ils sont très de droite, mais c'est autre chose. Mais tu vois, mais c'est... Enfin voilà, en tout cas, je sais pas si ça t'évoque quelque chose, mais en regardant ça, je me disais, tiens, c'est marrant, ça agit comme ce que j'attendrais de la magie. Voilà. Oui, comme le pouvoir du langage, en fait. J'ai écrit un texte il n'y a pas longtemps qui s'appelle D'homme, D''homme, et qui dit... et qui répète « je veux d'autres modèles d'hommes, je veux d'autres modèles d'hommes, je veux d'autres modèles d'hommes ». Et voilà, que tu y crois ou pas, ça peut avoir un
potentiel de guérison, maintenant d'effet sur le cosmos. À votre bon cœur. Et puis c'est en cours, voilà. Mais toi aussi, tu travailles cette idée de mantra qui sont des rituels concrets et qui vont avoir un impact qu'on a décidé et qu'on partage ou pas. Mais voilà, ça dépend. On peut diffuser pas mal de formules, de genre de formules via la mélodie, parce qu'il y a pas mal de mots qui vont avoir un impact direct sur le corps, sur l'esprit. Il y a aussi des mélodies qui vont aller toucher qui vont faire vibrer certains types d'émotions et produire un effet sur les personnes qui les reçoivent. Donc si tu arrives à mélanger les deux, c'est un travail très intéressant de création en tout cas. Oui, carrément. Non, je pensais par rapport au mantra de trucs. Donna Haraway, donc la bien-aimée, qui va bientôt être canonisée, je pense. Ce point-là, qui ne voit pas qui est Donna Haraway, parce que sinon c'est pas drôle. Alors, je vous donnerai mon numéro tout à l'heure, mon cellulaire. Non, mais c'est une chercheuse philosophe des sciences américaine qui a écrit notamment un texte le plus connu de ces textes qui s'appelle le Manifeste Cyborg, qui invente une alternative féministe en réclamant la connexion l'hybridation des corps contemporains et des technologies et de la nature qui serait à oublier, parce qu'en fait la nature c'est pas forcément écarté de nous puisqu'on y agit, on en est. Et je résume ultra mal et ultra rapidement, mais en gros ce qu'elle dit, Donna Haraway, que j'aime bien, qui est facile à comprendre, c'est qu'en fait elle dit qu'il faut se réapproprier les petits récits. Tu sais, la fable, la rumeur, les chansons pour les enfants, tous ces trucs-là, comme pour réécrire l'histoire, avec le grand H, et ça me parle énormément. C'est un truc que je trouve déjà abordable, parce que sinon le reste c'est difficile en vrai. Haraway c'est difficile à lire. Habiter le trouble, le compendium de textes qui est sur sa pensée est très lisible et c'est très chouette pour découvrir ce qu'elle écrit, mais les textes en eux-mêmes sont compliqués. Mais par contre, le fait juste de se rappeler qu'il y a quand même beaucoup de chercheurs féministes, queer, etc., de la théorie du genre et tout ça, qui nous encourage à travailler vraiment dans l'ADN du langage, parce que c'est ça qui nous enferme en fait. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc rapidement, c'est qu'en fait, j'avais pas compris Foucault, moi, en fait, à la base, alors que ça devrait être quelque chose que je devrais comprendre. Mais en fait, ce qui est à comprendre dans Foucault, c'est qu'il dit pas la sexualité, ça va pas, on n'est pas émancipé dans notre sexualité. Il dit le langage qui entoure la sexualité est contrôlée par tel et tel et tel corps, et donc du coup elle se trouve freinée ou elle se trouve contextualisée ou contextualisée ou conceptualisée de manière un peu étroite. Et en fait ce que tu fais, j'ai l'impression, mais peut-être c'est de permettre au langage, bon, je dis pas que t'es pote avec Foucault, mais ce que je veux dire c'est que, remarque, pourquoi pas, ce serait la classe, mais j'ai pas son cellulaire pour le coup. Non, c'est-à-dire que de travailler dans le langage et de lui permettre d'agir différemment sur les objets qu'il décrit ou les liens qu'il crée avec les choses du monde, et ben, je crois que c'est vraiment une des perspectives possibles d'un militantisme poétique aujourd'hui, en fait. J'ai l'impression. Je me suis... Voilà. C'est un petit peu emballé. Est-ce que je peux t'inviter à nous partager quelque chose de sifflotant et de musical, justement ? Oui, d'accord. Alors, je peux dire un truc. En fait, par rapport au mantra, donc, je présente la chorale comme ça, mais d'abord, je vais chanter la chanson solo, parce que c'est la même pratique. Je fais une chorale, ici, à Bruxelles, qui s'appelle Hot Bodies Choir, qui est un principe d'écriture collective avec des personnes... minorisés ou qui se reconnaissent d'un corps discriminé. Et en fait, ensemble, on lit des textes issus de l'histoire féministe ou queer ou post-colonial un petit peu. Et puis, en fait, on discute et de ces conversations arrivent des textes qui sont interprétés par les participantes de la chorale et qu'on chante en concert. D'ailleurs, on va faire des concerts à Bruxelles à la rentrée, je vous dirai. Bref, dans ces pratiques-là, on a une pratique qui s'appelle le mantra, qui est donc un emprunt total, une appropriation culturelle absolue au mantra de l'hyper-Est, où l'idée est de se répéter, d'utiliser le langage de manière rotative pour l'imprimer autant du point de vue
de la mémoire que physiquement. Et donc c'est un principe de boucle un peu, ou de canon. Et en fait, dans ces pratiques de mantra, on transforme des insultes. Donc en fait, on essaye de comprendre ce qui a été... par exemple, quand on dit sale chienne, par exemple, Haraway dirait les chiennes sont nos amis, donc il n'y a aucune raison de... Enfin, les chiens adorent les hommes, donc pourquoi détester les chiennes en fait? On s'en fout, ce sont des êtres vivants magnifiques, donc sale chienne c'est super en fait. Et sale, rien n'est sale en fait. Qui a décidé que se rouler dans la boue c'était sale? Pareil. Voilà. Donc on travaille comme ça, et donc les participants, eux, écrivent des petits textes rotatifs que j'aimerais bien partager avec vous. Donc si jamais on pouvait chanter ensemble, ce serait hyper beau. Mais vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Cette pratique de chant rotatif est née d'un morceau que j'avais écrit pour moi-même, où en fait, à un moment donné, moi je ne suis pas exactement non-binaire, mais je me suis posé beaucoup de questions, ou je me pose beaucoup de questions sur les usages de mon corps, sur les assignations qu'il y a sur mon corps de garçon dans ma sexualité notamment, c'est-à-dire pourquoi je devrais spécifiquement m'attarder sur tel organe ou tel autre organe. Et j'avais à un moment donné une espèce de vision de moi-même qui était complètement monstrueuse. Je ne savais pas du tout quoi faire de cette complexité-là. J'étais, il y a trop d'organes, je peux faire trop de trucs, je ne sais pas. Donc je me voyais comme un monstre. Alors j'ai écrit une chanson sur la nanotechnologie qui était un peu le miroir scientifique de ce que j'éprouvais. Donc je vais vous la chanter. Voilà, elle dure 3 minutes. Laissez-vous aller, je dirais. Voilà, je vais faire ça. Pour ça, j'utilise un micro spécifique. Qui a un effet de réverbération. Voilà. Comme ça, on voyage ensemble un petit peu dans votre cosmos intérieur. Donc vous inventez le cosmos que vous préférez. Et puis on y va. Voilà, c'est parti. See ourselves, they're on fire. See ourselves, they're eternity. We are beauty. Sharing our memories in a future where I want to be. We are beauty. No technology, no technology is eternity. We are gods, we are beauty, we go surfing in harmony. We are beauty. No technology. No technology is eternity. But I am a monster, I am a monster, I am a monster, I am a monster, but I am a monster, I am a monster, but I am a monster, I am a monster, but I am a monster, and I'm somebody. And I'm a monster, and I'm a somebody, and I'm a monster, and I'm a somebody, and I'm a monster, and I'm a somebody. And I'm a monster, and I'm somebody, and I'm
Merci beaucoup. Merci à toi. C'est beau. C'est très productif ce que je raconte. Arrêtez. Ah, c'est gai, c'est gai. On est émus. Ah oui. Oui, je suis un monstre, je suis une personne, je suis quelqu'un, je suis un corps. Oui. Dans cette idée d'intimité, extimité, le terme monstre aussi, voilà, bêtement, dans le langage, étymologiquement, c'est la créature qu'on montre. Montrer la monstruosité pour choisir sous quel prisme on va regarder cette monstruosité pour l'embellir et la rendre plus puissante. C'est aussi tout un processus artistique sans fin, sans fond. Mais c'est un peu proche de l'image que tu montres aussi, parce que ça mélange ce que tu as dit, le côté camp, un peu campy comme ça, l'esthétique très... comment dire, justement fait un peu avec des moyens très légers, et en même temps c'est l'histoire des rituels ancestraux où on se mettait des feuilles sur la tête et on faisait les dieux en fait, ou les déesses. Enfin, je veux dire, c'est la même technologie en fait. Ils avaient pas beaucoup plus de, enfin, il n'y avait pas de laser chez les Égyptiens, à moins que ce soit vraiment des extraterrestres. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux dire, dans le sens que c'est comme ça qu'on crée le mythe en fait, avec des moyens. C'est au croisement de la peur de nous-mêmes et donc du monstre et des moyens qu'on a pour se réinventer nos images en fait. J'ai l'impression. Oui, et on peut créer des mythes. Une image que j'aime beaucoup pour parler du cabaret, c'est que les paillettes et la poussière, au final, c'est pas si éloigné. Et les étoiles filantes dans les bas, voilà, il y a toute une poétique de la débrouille et du DIY, do it yourself, où on crée finalement des mythes malgré tout avec un peu rien du tout. Parce que comme je suis un peu maître du temps, voilà, c'est ça. Est-ce que ça te dit de créer un peu communion avec nos invités de l'autre côté de l'aquarium Ce truc est complètement absurde, mais je sais pas qui est le scénographe de ce spectacle, mais ça va pas du tout. Je plaisante. Ok, d'accord. Bon, comment vous allez bien? Ça va bien? Tout le monde va bien? Oui. Pas d'ennui, un peu froid, pas non? de. Ouais, non, pas de. Ouais. Alors, on avait envie de vous apprendre une chanson. Enfin, c'est pas vraiment de vous l'apprendre, de partager. Vous faites ce que vous voulez. Il y a dans la chorale de Bruxelles, il y a des ex-scouts qui ont voulu détourner un chant scout qui s'appelle Une bulle bulle. Je sais pas si vous le connaissez, Une bulle bulle vol. Qui a fait les scouts ici? Personne. Ce sont des gens sensés. Aujourd'hui, vous allez pouvoir transformer cette expérience en autre chose. Donc c'est une chanson qui parle d'une bulle comme ça qui s'envole, donc en gros qui n'a aucun intérêt, une chanson qui n'a aucun intérêt. Voilà, et donc elles l'ont transformée en Une vulve vol. Donc je vais vous la chanter. Elle est très simple. C'est un canon, mais que je n'ai qu'une seule voix, je peux faire qu'une seule voix. Donc je vous la chante. Une vulve vole, 4 vulves s'envolent, des milliers de vulves vont en farandole. Une vulve vole, 4 vulves s'envolent, des milliers de vulves, etc., etc. T'as compris. Donc voilà. Donc c'est juste pour voir comment ça fait de chanter ensemble, si ça vous dit. On va le faire ensemble comme ça tranquillement. Donc je vais le tourner et puis vous me rejoignez. Ça va? Ok, je peux faire ça longtemps, hein, donc prenez votre temps. Donc, une vulve vole, 4 vulves s'envolent, des milliers de vulves vont en farandole. Une vulve vole, 4 vulves s'envolent, des milliers de vulves vont en farandole. Une vulve vole, 4 vulves s'envolent, des milliers de vulves vont en farandole. Une vulve vole, 4 vulves s'envolent, des milliers de vulves vont en farandole. Une vulve vole, 4 vulves s'envolent, des milliers de vulves vont en farandole. Une vulve vole. Ok, c'est possible. C'est possible. Ouais. Merci. Non, mais attendez, vous allez pouvoir vous applaudir vous-même dans très peu de temps. Je voudrais juste qu'on essaie le canon. Parce qu'un canon, c'est canon, comme qui dirait. Donc c'est facile, c'est à partir de la deuxième phrase. Enfin, vous voyez,
je sais pas comment expliquer. Une vue de vulve vole, 4 vues de vulve s'envole. Une vue de vulve. Ça va? Donc est-ce qu'on peut déterminer juste 2 groupes? Genre on dit par exemple que vous êtes la voix 1. D'accord, ils vous ont volé la voix 1 et vous êtes la voix 2. D'accord. Donc je vais travailler avec la voix 1. Et moi je vais avec la voix 2. Toi tu travailles avec la voix 2. Très bien. Donc. Alors on y va et vous commencez de manière autonome? Bien sûr. Ok, ça va. Si jamais, de toute façon, on a le droit à l'erreur, hein, je veux dire, on fait ce qu'on veut. Donc, mon groupe... on est là, la pression. On a une audition ce soir. Ok, donc... Tac. Une vue de vulve vole, 4 vues de vulve s'envolent. Une vue le vulve vole, 4 vues le vulve s'envole, des milliers de vulves vont en farandole. Une vue le vulve vole, 4 vues le vulve s'envole, des milliers de vulves s'en farandole. Une vue le vulve vole, 4 vues le vulve s'envole, des milliers de vulves vont en farandole. Une vue le vulve vont en farandole, 4 vues le vulve s'envole, des milliers de vulves vont en farandole. Une vue le vulve vont en farandole, 4 vues le vulve s'envole. Ça va de faire comme ça? Pardon, j'ai complètement coupé, pardon, je voulais pas. Enfin, j'ai eu un doute, j'ai mal géré, pardon. Non, c'était très bien. Tout va bien? On est tout à fait capable de le faire. Hein? Ok, c'est très bien. Du coup, moi je propose peut-être, si vous voulez, qu'on enchaîne parce qu'il y a le temps. C'est ça? Oui. On enchaîne et puis peut-être à la fin, si jamais vraiment on s'aime, on se met nu et on chante. Oui, de toute façon, le bar va être ouvert juste après, donc ça devrait bien se passer. Ah, vous avez froid? Je sais pas. Ou j'en fais la dernière plutôt. La chanson? Oui, on va faire une dernière bulle, et puis ensuite on ira boire de l'alcool pour se réchauffer et mettre des laines. Okay. Ah oui, la chanson, attends. Okay, ça va, super. Mais quelle heure est-il? Ah oui, c'est l'heure. C'est l'heure. Alors, donc tout à l'heure, je parlais du fait d'acquérir des privilèges masculins. J'ai écrit ce texte, il m'a fallu 2 ans pour l'écrire parce que à force de gagner en puissance, en légitimité dans des boys clubs, j'ai commencé à culpabiliser. Donc j'ai eu besoin d'écrire ce texte pour les « Ah, oh, quel service !» On applaudit Colline et Célène. Et je meuble pendant ce temps-là. Et donc j'ai voulu écrire ce texte pour les femmes de ma famille, et pas seulement de ma famille, et pas seulement les femmes. Donc ça s'intitule « Mes aïeuls ». Mes aïeuls, mes aïeuls, mes aïeuls auprès de moi, ailleurs dans l'au-delà, dans l'eau de la maison, dans la poussière des cloisons, du sol tout seul, moi connais pas. Elles se trémoussent en randonnion derrière moi, les cliquetis de leurs bracelets chatouillent mon trousseau de clés. Mes aïeuls me laissent jamais seul, je suis hanté, entré, mais laissez vos souliers sur le seuil. À toutes mes mères, marraines, mes reines, à vous, les seules vraies et fières gueules de loup, qu'on mette en bouquet de glaïeuls, qu'on fout sous le joug de la minceur. À toutes mes aïeules, à toutes mes sœurs, à toutes celles que l'on traite pour en tirer profit, à toutes celles que l'on traite en vrai faux pli, à toutes celles que l'on pèse, baise, rabaisse et aplanit, à toutes celles dont on dit que je les ai trahies, à toutes celles à qui l'on tient la porte acquise, à toutes celles dont on ne prend pas le nom, pardon, à toutes celles que j'étais et que je suis encore, au code que je rejette, au trait que j'essuie de mon propre corps. S'il vous plaît, mes chers, s'il vous plaît, faites-vous légère, que je vous porte haut et fier, haut et fier. À tous mes frères maintenant, mes pères,
père en pierre de pyramide, à tous mes pires amis de type permanent, à ceux qui offrent les bouquets, qui braquent les coffres et les banquets, à tous ces branques qui s'inquiètent que l'on vienne mener une enquête sur leurs privilèges et qui taxent ces attaques d'infâmes sacrilèges, à ceux pour qui aimer les femmes c'est les ramener chez soi, à ceux qui assimilent leurs verges à des missiles et les terres vierges au techa, à ceux que je ne mets plus en rue maintenant, à ceux qui mentent quand ils prétendent que c'est un compliment, à ceux pour qui c'est faire un drame que de se démener, les dominos en domini du plus clair au plus foncé, à tout ce dont on est forcé, ces dons qui ne sont qu'un confort, à tout ce qui peut vous tuer et ne nous rendra pas plus forts, à toutes celles à qui l'on tient la porte acquise, à toutes celles dont on ne prend pas le nom, pardon, à toutes celles que l'on pèse, baise, rabaisse, que l'on dépense, à toutes celles qui ne m'ont même pas dit « tu nous as trahis », mais qui le pensent, et ce silence. S'il vous plaît, mes chers, s'il vous plaît, faites-vous légère, que je vous porte haut et fier, haut et fier. Mes aïeuls auprès de moi, ailleurs dans l'au-delà, dans l'eau de la maison, dans la poussière des cloisons, du sol, tout seul, moi, connais pas, elles se trémoussent en randonnion derrière moi, les cliquetis de leurs bracelets chatouillent mon trousseau de clés, mes aïeuls ne me laissent jamais seul, je suis hanté, entré, mais laissez vos souliers sur le seuil.